Bonjour à tous. Aujourd'hui, ce sera une analyse de portefeuille. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer, j'ai partagé un post vous demandant si ce type de contenu vous intéressait. Et vous avez répondu plutôt favorablement avec 80% d'avis positifs. Évidemment, ma chaîne restera avant tout une chaîne d'analyse d'entreprise. Mais ce genre de contenu est moins lourd à faire et permet donc à la fois de proposer quelque chose de différent, mais aussi du contenu entre deux analyses, qui elles prennent énormément de temps. Pour vous donner un ordre d'idée, une analyse d'entreprise me prend 1 heure par minute de vidéo en gros. Évidemment, aucun conseil dans cette vidéo, je donne seulement mon avis, totalement subjectif. There's a certain wiring that's very useful. I am better! Ça m'excite! J'ai les tétons qui pointent! I'm talking about this. Le portefeuille que je vais analyser aujourd'hui est le portefeuille d'un ami qui a bien voulu que je donne mon avis. On l'appellera Alexandre, par souci de confidentialité. Donc Alexandre a 42 ans, marié avec un enfant, propriétaire à crédit de sa maison. Il travaille dans une grosse boîte du CAC 40 qu'il ne cite pas, et sa femme travaille. Il arrive à investir la moitié de son salaire chaque mois. Alexandre ne nous donne pas de montant. Pour son portefeuille, on parlera donc en pondération, en pourcentage. Même s'il essaye d'investir chaque mois, faisant du stock picking, il lui arrive de conserver son cash pour attendre une opportunité de renforcer. À savoir qu'il investit depuis la période Covid en 2020. Son objectif avec son portefeuille bourse est de faire la perf du marché. Il compte sur la crypto pour booster la perf globale, avec l'idée de sortir du cash pour le réinvestir en bourse et gonfler son patrimoine à moyen terme. Il nous partage la pondération globale de ses portefeuilles, avec aussi la crypto et un peu de private equity. Je vais me concentrer sur la partie bourse, mais c'est intéressant d'avoir le patrimoine global niveau investissement. À vous de me dire si vous préférez des analyses de patrimoine ou simplement de portefeuille bourse. On voit que les cryptos représentent 27% de son total, la bourse 51%, PEA et CTO compris, les stablecoins qui représentent à la fois des bénéfices crypto non réinvestis et du cash dispo pour la bourse représentent 19%. Première observation, la crypto a une part importante, trop selon moi. Ça peut clairement tirer la perf vers le haut, mais il faut déjà avoir une forte conviction dans la crypto pour avoir un quart de ses investissements dedans. Pour moi, c'est une classe d'actifs ultra spéculative, basée sur du vent, donc j'ai vraiment du mal. Hormis pour le Bitcoin, mais c'est mon côté anti-système qui parle. Pour les stablecoins, c'est le problème de la crypto quand on ne veut pas sortir le cash dans l'optique de le réinvestir. Le cash traîne en stablecoin, qui peuvent être plus risqués qu'on ne le pense. On a pu le voir avec les Luna. Ensuite, on passe au portefeuille bourse. Il dit que son PEA est à plus 17% et son CTO à plus 33%. Il ne faut pas oublier qu'il investit régulièrement, donc il renforce certaines valeurs pour plus cher que son PRU ou qu'il ajoute de nouvelles valeurs, ce qui baisse forcément la perf globale. J'ai recalculé la pondération globale des lignes comme s'il n'y avait qu'un seul portefeuille, pour que ce soit plus simple. J'ai mis le PRU et le pourcentage de gain. En rose les valeurs PEA, en vert les valeurs CTO. Première chose qui me saute aux yeux, le nombre de lignes, 26. Pour moi c'est trop. Difficile de suivre 26 lignes. Mais on pourrait estimer que les deux dernières ne comptent pas, donc 24. Ensuite, on peut voir que la pondération est plutôt bien répartie, les plus grosses lignes étant celles qui ont le mieux performé. Normal qu'elles pèsent plus. J'aime bien regarder mon portefeuille en termes de pourcentage de l'argent que j'ai investi, et non au cours actuel, même si en réalité c'est l'argent actuel qui compte. Ici on n'a que la pondération actuelle. On peut noter qu'il garde ses merguez. Mais rentrons plus en détail, ligne par ligne. Meta en tête avec 9% du portefeuille, mais surtout un sacré PRU. Je sais qu'il a profité de la grosse baisse pour renforcer. 144% de profit. La question que je me poserai à sa place c'est quel potentiel au cours actuel avec quelle croissance. Meta n'est pas très cher en soi, mais la croissance pourrait être limitée. Le problème du CTO est que rebalancer le portefeuille avec 30% d'impôt sur la plus-value, ça fait mal. Il faut trouver une valeur qui va vraiment surperformer la valeur que vous avez déjà en portefeuille pour que ce soit intéressant de vendre. Ici, Meta, même avec une croissance plus faible, reste intéressante à garder selon son objectif de faire 7 à 10% par an. Ensuite, il a Stellantis avec 7,4% du portefeuille. PRU intéressant, il a accumulé pendant un bon moment avant que ça explose. Je sais qu'il la garde pour le rendement. Autour de 21 €, on est à 5,5%, net des prélèvements à la source. C'est bien. Mais avec ce genre de valeur, j'ai tendance à me poser cette question. La plus-value représente combien d'années de dividendes? Et quel potentiel pour le cours de bourse? Au plus haut, vers 26 €, il était à 80% de plus-value, pour un yield on cost de 8%. Il avait donc 10 ans de dividendes, avec un potentiel faible pour le cours de bourse, et un rendement de 4,5%. Ce n'est que mon avis, mais une valeur de rendement est là pour le rendement. Si elle me propose 10 ans de dividendes en plus-value, ce n'est plus une valeur de rendement, mais un beaucoup, et je prends mes gains pour aller sur une autre valeur de rendement,
qui n'a pas explosé et qui me propose soit un meilleur rendement, soit une meilleure croissance possible. En tout cas, j'aurais envie de sécuriser mes gains. Ensuite, Ruby, 7,4% du portefeuille aussi. Valeur de rendement qui a profité de l'entrée de Bolloré au capital. J'ai déjà donné mon avis sur Ruby sur ma chaîne. Entreprise dans des secteurs porteurs, l'énergie dans des zones à forte croissance et le bitume en Afrique, mais qui est mal gérée. Gros virage dans les énergies renouvelables alors que ce n'est absolument pas leur domaine, en investissant énormément tout en maintenant un gros dividende. Le coût de la dette va devenir très important et le dividende sera forcément coupé. Ou alors ils dilueront pour le maintenir, comme ils l'ont déjà fait dans le passé. Donc pour une valeur de rendement, le dividende n'étant pas safe, ce n'est pas terrible. Ensuite, LVMH avec 6,8% du portefeuille et un beau PRU à 390 €. Rien à dire sur LVMH. Il a déjà une belle plus-value, mais l'entreprise visant 8% de croissance par an, avec son dividende, elle correspond à l'objectif du portefeuille. Il aurait pu profiter de l'excitation de l'année dernière à 900 € pour alléger et en reprendre plus bas, mais il préfère ne pas trop jouer à ce genre de choses et voir à long terme. Ensuite, FDJ avec 5,7% du portefeuille pour le rendement. En soi, une petite croissance plus le rendement et il a son objectif de 7-10% par an. Mais la FDJ étant dépendante de l'État, c'est un risque. J'en parle dans cette vidéo. Ensuite, Air Liquide avec 5,7% du portefeuille aussi. Beau PRU à 132 €. Pas le genre de valeur qu'il doit renforcer actuellement vu le cours. Rien à dire, au bon prix vous avez 7% de croissance et 2% de dividende en moyenne. Parfait pour le portefeuille qu'il souhaite avoir. Ensuite, Palantir avec 5,6%. Il l'a acheté un peu après l'IPO et renforcé quand elle était au plus bas. Pour moi, peu importe la qualité de l'entreprise, avec le parcours qu'elle a eu, ça sautait direct. x3 en quelques mois, en sachant que les valeurs qui entrent en bourse sont presque toujours trop chères de base, c'était un cadeau. Je m'étais amusé à faire un calcul pour savoir quand elle vaudrait 30 et 40 $. Je ne me rappelle plus vraiment les paramètres, mais il fallait compter une dizaine d'années pour justifier une valeur de 30 à 40 $ par action. Ça ne veut pas dire que le marché ne la repayera pas à ce prix-là plus tôt, mais sans survalorisation, c'était une dizaine d'années. Et c'est pour ça que vous devez absolument estimer la valeur d'une entreprise, pour savoir si le prix actuel n'est pas débile. Palantir à 30-40 $, alors qu'elle ne gagnait pas d'argent, c'était plus de 60 fois le chiffre d'affaires, sans avoir une croissance incroyable non plus. Je sais qu'il croit en l'entreprise sur le long terme, mais la réalité c'est qu'il aurait dû profiter du cadeau que le marché lui faisait, en lui proposant un joli x3 en quelques mois, et se dire que le marché finirait forcément par lui proposer un bon prix, un jour ou l'autre, car la valorisation était absolument intenable. Mais c'est un peu le problème de ces valeurs tech qui ne gagnent pas d'argent, on ne sait pas comment les valoriser, estimer la croissance, les marges futures, et donc quand le prix est débile. Ensuite, on a Total, avec 5,1% du portefeuille. Valeur de rendement. Peut-être un peu cher actuellement, mais ce n'est même pas dit car je ne suis pas certain que le pétrole baisse un jour, donc les bénéfices actuels pourraient très bien être la nouvelle norme. De gros cash flows qui assurent le dividende et permettent les investissements dans les énergies renouvelables, ce que ne font pas les majors américaines. Le dividende faiblit un peu à cause du cours assez haut, mais c'est ultra solide et ils ont largement les moyens de le payer, donc rien à dire. Ensuite, Amundi avec 4,5% du portefeuille, valeur pour le rendement, avec un potentiel de croissance légère. Leur problème est qu'en face il y a BlackRock, c'est à surveiller dans les années à venir donc. Mais sinon elle joue son rôle, avec un beau dividende, l'entreprise pouvant distribuer une grosse partie de ses bénéfices. Ensuite, Waste Management avec 4,3% du portefeuille. Vu le PRU, il l'a acheté en 2020 et pas renforcé depuis. Je ne connais pas bien l'entreprise, il faudrait analyser son marché pour connaître le potentiel de croissance et voir si la valorisation est justifiée, car elle n'est pas donnée. Ensuite, Netflix avec 4,3% du portefeuille. Pas fan, la concurrence est importante. Il faut toujours investir pour produire du contenu. J'avais vu passer qu'ils avaient tendance à ne pas déprécier les films au bilan, ce qui permet donc un plus gros bénéfice. Mais niveau free cash flow, c'était autre chose. Et quelle croissance potentielle, sachant qu'il touche déjà énormément de monde. Je trouve la valo un peu exigeante et le potentiel difficile à prévoir. Ensuite, ABC Arbitrage, avec 4% du portefeuille. C'est une valeur particulière, car on ne peut absolument pas regarder les chiffres pour deviner comment seront les prochains. C'est une entreprise de trading, il faut donc avoir confiance en l'équipe. Il l'a prise pour son rendement, autour des 6 €, avant de renforcer à la baisse. À 6 € avec 40 centimes de dividende, il avait donc 6,7% de rendement. Le problème est qu'avec les taux plus élevés, on demande plus de rendement à ce genre d'entreprise, et les cours baissent en conséquence. C'est une des raisons qui fait qu'elle est à 4 € aujourd'hui,
ainsi que les mauvais résultats liés au manque de volatilité des marchés. Maintenant qu'il l'a en portefeuille, ce serait bête de la vendre au cours actuel. Le rendement est quand même de 7,5% malgré la baisse du dividende. 6€ était peut-être un peu cher et ne laissait pas de marge de sécurité. Pour moi, si on cherche 7% de rentabilité, il faut toujours en demander 8 ou 9 pour avoir de la marge. Ensuite, Volkswagen avec 3,9% du portefeuille. Il est là pour le rendement et pour jouer le rebond. Volkswagen valant à peine sa participation dans Porsche. On a donc tout le groupe Volkswagen gratuitement. C'est ridicule. Mais le marché peut ne pas vouloir valoriser la participation dans Porsche encore longtemps. La holding Porsche est elle aussi sous-valorisée par rapport à ses actifs. À voir à moyen terme si le marché se réveille. En attendant, il a le dividende pour patienter. Ensuite, Visa avec 3,4% du portefeuille. Rien à dire, très belle valeur, un peu difficile de renforcer sur les niveaux actuels. Oui, il y a un duopole avec Mastercard, mais ça peut vite changer. Aux États-Unis, les banques ne pourront plus proposer les cartes Visa et Mastercard. Ce sera soit l'une soit l'autre. Et même si je pense qu'il y a un gros potentiel de croissance à l'international, ça pourrait freiner cette croissance en faisant baisser le chiffre d'affaires aux États-Unis. J'aurais donc du mal à payer 28 fois les bénéfices. Et je pense que vu son PRU et la part dans le portefeuille, malgré les 50% de gains, ça fait un moment qu'il n'a pas renforcé à cause de ça aussi. Ensuite, Roche-Beaubois avec 3,4% du portefeuille. Croissance possible avec un beau dividende, l'entreprise n'ayant pas besoin de beaucoup de cash pour se développer. Les 7% par an sont tenables. Plus spéculatif. Ensuite, British American Tobacco avec 3% du portefeuille. Un beau dividende avec un potentiel de rebond vu les niveaux atteints. Mais je ne vois pas ce genre de valeur rebondir avant que la baisse des taux ait commencé. Valeur de rendement, et comme pour ABC Arbitrage, quand on a 4-5% sans risque, on demande au moins 7-8% aux actions. Ensuite, InMode, avec 2,6% du portefeuille. Les chiffres sont incroyables, mais il faut croire que le marché, après l'avoir hissé au sommet, n'en veut plus. L'allocation du capital n'est pas terrible, ça n'aide pas. Valeur spéculative, avec un gros potentiel. Ensuite, VC Property, avec 2,6% du portefeuille. Valeur de rendement, mais dans un CTO, sachant qu'il ne touche pas aux dividendes et réinvestit tout, je ne trouve pas ça très intéressant. En plus, c'est un secteur vraiment particulier, où il faut bien analyser chaque entreprise pour connaître la qualité de leurs actifs. Il a dû prendre ça pour diversifier, j'imagine. Ensuite, L'Oréal, avec 2,3% du portefeuille. Superbe entreprise, mais toujours chère. Il l'a chopé pendant le Covid et n'a jamais renforcé, on dirait. Certains diront que la qualité se paye, et qu'il ne faut pas hésiter à renforcer même au cours actuel. Je dirais que tout a un prix, et qu'à 35 fois les bénéfices, la marge de sécurité est nulle. Ensuite, Katana, avec 2,3% du portefeuille. C'est moi qui lui en ai parlé, heureusement il l'a chopé assez peu cher. Activité cyclique, entreprise qui n'était pas rentable il y a à peine quelques années. Dirigeant qui se gave sur le dos des petits porteurs. Je ne suis plus dedans, lui a préféré la conserver. Ensuite, Berkshire Hathaway, avec 2,1% du portefeuille. Rien de spécial à dire, entreprise très difficile à analyser de par ses nombreuses filiales et participations. On achète en se disant que Warren Buffett devrait continuer à faire du bon boulot. Ensuite, BlackRock, avec 2,1% du portefeuille. Pareil, rien de spécial à dire, le leader tellement énorme qu'il est intouchable. Ensuite, Téléperformance, avec 1,1% du portefeuille. Il a commencé à en acheter pendant le Covid, et a donc dû renforcer à la baisse pour baisser le PRU. Ça devait être une petite position, vu que malgré le renfort, elle ne ferait que 2,5% si elle revenait à son PRU. Ceux qui suivent ma chaîne depuis un moment connaissent mon passif avec Téléperformance, mais sans rancœur, je dirais qu'il a été surévalué, et qu'il a donc surpayé. Heureusement sans mettre une grosse partie de son portefeuille, et sans trop renforcer la baisse. Ensuite, le bal des merguez commence, avec Visiomed pour 0,6% du portefeuille. Bon, c'est tout pourquoi il l'a acheté. Une petite louche pour tenter un coup de poker. Pas renforcé quand la hype est arrivée, monsieur est resté prudent. Ensuite, McPhy Energy avec 0% du portefeuille, dû à un magnifique moins 92%. Chopé en plein dans la hype de l'hydrogène. Mais que celui qui n'a jamais succombé à une hype lui jette la première pierre. L'erreur n'est pas tellement d'avoir suivi la hype. Pour moi, l'erreur est de ne pas avoir largué le bazar quand il s'est rendu compte que c'était une merguez. Heureusement, il n'a pas renforcé à la baisse. Mais quand une entreprise perd plus d'argent quand son CA augmente, il y a un problème. Le pire, c'est que jusqu'à il y a un an, il pouvait sauver les meubles avec moins 50%. Après avoir vu les résultats de 2022 encore pire que 2021. Grosse erreur ici de s'attacher à une valeur en espérant qu'elle rebondisse. Alors qu'on sait qu'on a fait une erreur. Car on ne parle pas d'avoir acheté une belle valeur trop chère. Comme si vous aviez acheté LVMH à 900€. Car là, on peut se dire qu'à long terme, on retrouvera notre argent. Non, là, c'est une merguez, et il n'y avait pas d'espoir.
À 13 €, elle valait encore 20 fois le chiffre d'affaires de 2023, en ayant une perte de 250% du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, il la garde pour se rappeler de son erreur. Ensuite, la dernière, Virgin Galactic. Un joli PRU de 21 $, elle vaut aujourd'hui moins de 1 $. Mais je vous demanderai de ne pas vous moquer. Alexandre est un rêveur. Il se voyait déjà payer son ticket pour l'espace grâce à sa plus-value sur Virgin Galactic. Aujourd'hui, il ne peut même pas payer un McDo à sa petite famille avec ce qui lui reste sur cette position. Je me permets ce tag car je sais qu'il va en rire. On discute régulièrement de nos merguez et il vaut mieux en rire qu'en pleurer. Comme pour McPhee, il garde la ligne pour se rappeler de son erreur. Si on prend le portefeuille dans sa globalité, il est diversifié et il n'y a pas de ligne vraiment surpondérée, hormis Meta, mais dû à un beau parcours boursier. Ce serait dommage d'en vendre juste pour baisser la pondération. En soi, on pourrait dire que ce portefeuille n'est pas mauvais. Mais s'il y a autant de lignes, 23 en enlevant les merguez, je n'ai pas l'impression que ce soit seulement pour une question de diversification. Je pense qu'il y a aussi un manque de conviction, dû à un manque de confiance dans ses choix. Il y a essentiellement des grosses valeurs, bien connues, assez solides, voire très solides, le genre de valeurs qu'on achète en se disant justement c'est du solide, je ne risque pas grand chose, mais dans lesquelles on aurait quand même du mal à avoir 10% de son portefeuille, même si une belle occasion se présentait, car à ce moment-là on se dirait qu'on a peut-être raté quelque chose. Et c'est le problème d'acheter ce genre de valeurs sans les avoir analysées en profondeur. On ne sait pas si c'est le marché qui est excessif, ou s'il y a vraiment un problème quand elles baissent. Et ces valeurs sont souvent difficiles à analyser, à cause de leur taille et parfois de leurs multiples activités. Je ne donne pas de conseils, mais je pense que vu que son objectif est de faire la perf du marché, il devrait acheter un ETF monde sur lequel il DCA tous les mois, ayant une belle capacité d'épargne, et avoir une poignée de valeurs dans lesquelles il a de fortes convictions à côté, et qu'il renforcerait quand le marché le lui permet. De plus, il a des valeurs à dividendes, surtout dans le PEA, alors qu'il est en phase d'accumulation, et on sait que ces valeurs sont souvent moins performantes. Ce qui fait qu'au final, il a pas mal de valeurs qui feront à peu près la perf du marché. Alors autant ne pas prendre le risque de choisir, ne pas avoir 25 entreprises à surveiller, faire la perf du marché avec un ETF et à côté, à la fois essayer de gratter un peu de perf sur des belles valeurs choisies, mais aussi se faire plaisir en faisant du stock picking et en achetant pas simplement un ETF. Car il ne faut pas oublier qu'il a aussi un gros portefeuille crypto à suivre, ça fait beaucoup, surtout quand on a une famille. Voici comment je transformerais ce portefeuille si j'étais à sa place. Évidemment c'est théorique, et je ne liquiderai pas les positions n'importe comment pour atteindre cet objectif. Il n'achèterait certaines valeurs au cours actuel, mais ce serait le portefeuille entre guillemets idéal que je ferais, en partant des valeurs qu'il a déjà en portefeuille. Il aurait donc environ 45% d'ETF monde, LVMH, Meta, L'Oréal, Air Liquide, Visa, Netflix, BlackRock entre 4 et 6% pour essayer de faire mieux que le marché, et Total pour le dividende. Ensuite, ABC Arbitrage à 4% pour le dividende, Roche-Beaubois à 3% pour essayer de faire mieux que le marché, mais plus risqué que les premières, Palantir à 3% car je sais qu'il aime bien. Et pour finir, Volkswagen et British American Tobacco à 3% pour jouer un rebond et prendre du dividende en attendant. Ce qui donne 14 lignes au lieu de 26. Dites-moi en commentaire comment vous auriez modifié son portefeuille, ou si vous l'auriez gardé tel quel, en gardant en tête son objectif et sa situation, évidemment. Pour le patrimoine global, j'aurais tendance à baisser les cryptos, mais je sais qu'il compte le faire, et je rajouterai aussi de l'or physique, au moins 2-3% du total. Pas pour performer, mais en tant qu'assurance. Voilà tout ce que j'avais à dire sur ce portefeuille. Dites-moi en commentaire si vous préférez que je fasse des analyses purement boursières ou de patrimoine. Et pour ceux qui souhaitent que je donne mon avis sur leur portefeuille, n'hésitez pas à m'envoyer par mail le portefeuille, vos thèses d'investissement derrière chaque position, votre objectif global et votre situation. Un peu comme Alexandre aujourd'hui. Mon mail sera dans la description, mais vous pourrez le retrouver sur ma chaîne. J'espère que cette analyse de portefeuille vous aura plu et que je n'aurai pas fait peur à certains qui avaient envie de m'envoyer leur portefeuille analysé. Et n'oubliez pas que ce n'est qu'un avis totalement subjectif. Mes idées en termes d'investissement évoluent de jour en jour. Je n'aurais sûrement pas dit la même chose il y a un an, et ne dirai plus la même chose dans un an si on me présentait le même portefeuille. N'hésitez pas à liker et partager si vous voulez plus de contenu de ce genre, et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement une analyse d'entreprise. Salut! Oh, Cadillac car.